Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode Porte close, mes choix, mon chez moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une vingtaine de minutes entre nous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode un peu spécial. Prenez un siège dans un coin de la pièce, vous allez assister à un tête-à-tête intimiste entre moi et moi. Si, restez. Je vous assure que la folie n'a pas encore eu complètement raison de moi. Vous allez voir, c'est intéressant. Enfin, j'espère. Depuis que je suis en activité, j'ai suscité pas mal d'interrogations, que ce soit de la part de proches, de clients ou de personnes lambda. Faut dire que ma démarche est plutôt atypique. Du coup, je trouvais ça intéressant de faire une petite compilation des questions qui revenaient le plus souvent ou que je trouvais intéressantes, et de prendre le temps aujourd'hui d'y répondre. Ce sera une autre manière pour vous de comprendre mon univers et ce que je peux vous apporter. Donc c'est parti! Pourquoi je me présente comme coach en aménagement d'intérieur et pas décoratrice d'intérieur? C'est une question qui paraît anodine mais que j'ai trouvée en fait assez intéressante. Souvent, quand je dis aux gens que je suis coach en aménagement d'intérieur, ils pensent que j'essaie de jouer les américaines, vous voyez? Que je vais impressionner tout le monde en sortant de grands mots pour en fait dire des choses simples. On me répond assez souvent: oui, je vois très bien, en gros, t'es décoratrice d'intérieur, quoi. Je dis non, je suis coach en aménagement d'intérieur. Pour moi, les objets déco, les couleurs de peinture, l'agencement des éléments dans l'espace, etc. n'ont de valeur que dans la manière dont ils vont interagir avec ceux qui vont en profiter. C'est cette interaction qui pour moi est intéressante et sur laquelle je fonde mes services. De mon point de vue, en tant que décorateur, on recueille les besoins et les goûts des clients, et on leur conçoit un aménagement, une décoration qui vont répondre à des critères d'esthétisme communément entendus, que ce soit par la société ou le milieu social auquel on se revendique appartenir. Quand on est décorateur d'intérieur, on est force de proposition pour son client, en termes de couleurs, de matériaux, d'objets déco, et on lui réalise son projet. Pour ma part, en tant que coach en aménagement d'intérieur, dans la manière très personnelle et unique dont j'ai décidé de pratiquer le métier, ce qui compose le gros de mon boulot avant même de parler de style, d'objets, de couleurs, c'est tout le processus de réflexion qui vient avant, qui va déterminer la direction artistique du projet. Ma matière première, c'est mon client, son histoire, son milieu social, ses problématiques, ses émotions, ses insécurités. Pour moi, on est dans le comprenons ensemble qui vous êtes et je vous connecterai aux éléments qu'il vous faut. Je propose des projets d'aménagement sur mesure qui peuvent tout aussi bien faire intervenir des éléments nouveaux en termes de peinture, de mobilier, d'éléments, etc. que de composer avec ce que vous avez déjà. J'accompagne mes clients à se reconnecter à leur capacité d'identifier leurs attentes, leurs aspirations personnelles. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me parle? Comment je fonctionne? C'est des questions essentielles pour penser l'aménagement de nos habitats auxquels on ne réfléchit plus. On opte pour tel ou tel aménagement parce que le vendeur nous a dit que c'était ce qu'il nous fallait, parce qu'on l'a vu à la télé, parce que c'est celui qui est à la portée de notre budget, etc. C'est mon constat, je suis ouverte au fait d'en débattre. Mais pour moi, on s'est beaucoup déconnecté de notre capacité ancestrale à prendre notre temps, à comprendre ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous profite pas. Quand tu as besoin d'une table basse, par exemple, ou en tout cas que tu crois en avoir besoin parce qu'après tout, tous les copains en ont une, tu te mets à chercher en magasin ou sur internet sans trop savoir de base ce dont tu as besoin. Du coup, ton choix final sera dicté par la limite de ce qui t'est proposé, ce que tu penses être communément reconnu comme beau et ce qui rentre dans ton budget. De mon point de vue, on s'est laissé déposséder d'un savoir-faire inné pour devenir des consommateurs assez malléables. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut parce qu'en vrai, on ne prend pas réellement le temps pour y réfléchir non plus. Parce qu'on est dans une vie, une société où tout doit aller vite. Si on attend plus de 5 minutes le métro, ça nous fait chier. Si notre commande n'arrive pas sous 48 heures, c'est la fin du monde. Et on veut pouvoir commander une soirée torride en quelques swipes depuis ses toilettes. Bon, qu'on s'entende pour les plus chanceux. Bien évidemment, certains ne se retrouveront pas dans ce que je dis et c'est tant mieux. C'est très bien si des gens sont restés connectés à eux-mêmes et font des choix dans leur vie qui ont du sens. Mais pour tous les autres, je veux pouvoir les accompagner. Je veux pouvoir mettre mon expérience professionnelle, ma personnalité à leur service pour les aider eux aussi à faire des choix qui ont du sens, qui leur apportera réellement du bien-être, au-delà du slogan marketing vide de sens qu'on en a fait. Je veux amener mes clients à réfléchir. Ils veulent une table basse. Pourquoi ?
Quelles sont vos habitudes ? Est-ce que vous avez réellement besoin d'une table basse ? Si oui, quels sont les matériaux, les couleurs, les formes qui stimulent positivement vos sens ? Quelles sont les caractéristiques de votre logement qui vont interagir avec les éléments qui le composent ? Par exemple, est-ce que votre logement est lumineux ou pas ? Est-ce qu'il est petit ? Est-ce que vous y avez souvent froid ? Pour ce dernier point, je dis ça parce que quand on a souvent la sensation d'avoir froid, ça peut être une solution de faire intervenir des matériaux naturels parce qu'ils ont une énergie active et ça contribue à rendre une pièce chaleureuse. Enfin voilà, c'est animé par ce petit côté engagé que j'ai décidé de me positionner en tant que coach en aménagement d'intérieur et non comme une décoratrice. Après, je tiens à préciser que je n'oppose en aucun cas les deux fonctions. Je ne dis absolument pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis simplement que ça répond à des besoins pour le client qui sont différents. Quelle discipline je fais intervenir dans ma démarche et pourquoi ? Au fil de mes rencontres, de mes coachings, j'ai eu accès à des personnalités très différentes. Avec l'expérience, j'ai bien vu que je ne pouvais pas arriver avec une méthode de coaching que j'appliquerais à tous. Il y a ceux qui vous font venir et vous ne savez pas pourquoi, parce que pendant tout le rendez-vous, ils vont s'évertuer à vous montrer A plus B que leurs choix initiaux sont les bons. Ok. Il y a ceux qui ont une capacité de concentration de 2 minutes et qu'il faut sans cesse faire revenir à vous. Il y a ceux qui ne disent quasiment rien, qui ne montrent rien et vous ne savez pas trop ce qui leur parvient. Il y a les grands orateurs qui ont toutes les 10 minutes de très belles choses à raconter, mais qui oublient que vous êtes là pour un travail et que vous êtes payé à l'heure. Il y a les bons élèves qui vous écoutent religieusement et qui notent tout. Il y a les esprits cartésiens qui n'écouteront que si chaque mot est bien pesé, etc., etc. En vrai, tous ces profils, moi j'adore. Me connecter à mon interlocuteur est un challenge à chaque fois et aucune session ne se ressemble. C'est hyper précieux d'être diplômé en sciences humaines et également en communication parce que ça m'aide vraiment à analyser le profil de mon interlocuteur et déterminer comment m'adresser à lui. Ce sont les disciplines que je fais intervenir dans un premier temps. Une fois que j'ai ciblé mon client, j'ai recours à différents outils pour qu'on puisse bien communiquer, pour avoir accès à certaines informations qui me semblent essentielles à la réflexion du projet. Là, comme discipline, je peux utiliser l'éducation sensorielle à travers des exercices sur l'emploi des sens, ou encore la musicothérapie, en faisant intervenir des instruments de musique pour favoriser la concentration de mon interlocuteur. Au besoin, j'utilise également mes connaissances en droit immobilier grâce à mes années dans le notariat en tant que collaboratrice de notaire. Enfin voilà, ma méthode est intrinsèquement liée à mon histoire, aux disciplines que j'ai pu maîtriser lors de mon parcours très éclectique, vous l'aurez peut-être noté, et ma personnalité. Mais avant toute chose, c'est beaucoup d'humain dans tout ça. Tout ce que je peux utiliser, c'est pour mieux comprendre mon interlocuteur et donc répondre au mieux à ses besoins pour optimiser les chances de lui apporter du bonheur, du bien-être. Oh oui, c'est l'instant un peu cucul la praline. Mais c'est pas grave, en cette période, on n'est pas contre un peu de chaleur. Quel public je cible ? C'est simple, tout le monde. Pour le coup, je revendique totalement le fait de vouloir être mainstream. Je veux toucher un public le plus large possible, tout simplement parce que je suis convaincue que le message est important. À travers toutes les anecdotes et les profils différents qui sont abordés lors des épisodes de ce podcast, j'aimerais qu'à un moment chacun puisse se reconnaître, comprendre que penser l'aménagement de son intérieur, ce n'est pas un luxe ou une futilité, ni un truc de fille, ni l'apanage d'une élite. Je propose un service qui s'adresse à tous, parce qu'on doit tous se sentir concernés par le bien-être chez soi. Pas simplement le fait que ce soit beau ou habitable, mais vraiment le fait de s'y sentir bien. De passer le pas de sa porte et de sentir qu'on y laisse la folie du monde, son masque de personnage de société pour entrer dans un espace où tout parle de nous, où on s'y sent apaisé et émotionnellement en sécurité. Je suis navrée de raviver un souvenir douloureux, mais rappelez-vous ces mois de confinement. Les yeux dans les yeux avec votre intérieur, comment vous l'avez vécu ? Et on voit bien que des profils sociaux très différents ont exprimé du mal-être à être bloqués chez soi. Bien évidemment, ça tenait aussi à d'autres facteurs, mais cet événement mondial a bien mis en lumière l'importance d'être bien avec soi, chez soi. Pour ma part, croyez-le ou pas, mais je me suis sentie chez moi comme dans du liquide amniotique. Bien sûr, j'étais contrariée de ne pas pouvoir sortir comme je voulais, mais au-delà de ça, je me sentais carrément bien d'être chez moi. Et sans mentir, je me fais cette réflexion presque tous les jours. Et pourtant, chez moi, ce n'est ni parfait, ni un château. En revanche, tout y parle de moi, et adapté à mes besoins, suscite chez moi une émotion positive. Et je le vis presque comme du militantisme, de faire en sorte que tous ceux qui requièrent mes services
puissent finir par se sentir chez eux aussi bien que moi chez moi. Donc en somme, peu importe la taille de votre logement, les mystères de votre personnalité, la taille de votre budget final, vous pouvez me contacter. On verra ensemble ce qu'on peut faire pour vous. Est-ce que j'ai déjà eu l'expérience de coaching vraiment atypique ? Définitivement. La sex room, la piste de break cachée, la chambre d'enfant à adapter à un petit artiste rebelle, la pièce au phallus, les exercices sensoriels qui dérapent en expériences mystiques. Puis aussi quelques clashs, quelques larmes, de grandes effusions. Il va y avoir plein d'histoires très différentes à découvrir. Abonnez-vous. Pourquoi on ne voit pas sur mes réseaux sociaux le résultat de mon travail ? C'est une question qu'on me pose assez souvent. On me demande pourquoi on ne voit pas sur mon site, sur Instagram ou sur Facebook par exemple, des photos de la manière dont j'ai aménagé chez moi ou chez mes clients. Ça étonne beaucoup d'ailleurs. Après tout, on est dans une ère où ce qu'on voit fait foi. À cela, je réponds parce que chez moi, ce n'est pas chez les autres, et chez les autres, ce n'est pas chez vous. La manière dont j'ai pensé mon intérieur, dont j'ai fait le choix des éléments ne regarde que moi. Je n'ai pas à le soumettre au jugement d'autres personnes qui ne vivent pas ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux faire chez vous, en fonction de vous, de ce que vous êtes, de votre logement et ses caractéristiques. Je vais le répéter assez souvent, mais c'est important de le comprendre. Ma matière première, c'est vous. Je pars de vous pour penser à un projet qui vous sera propre. Parfois, la conclusion de la séance de coaching ne donnera lieu à aucun changement fondamental du point de vue matériel. Parfois, les besoins étaient plus émotionnels et se résolvent par de petites actions qui ont des conséquences qui rayonnent. Pour moi, mon portfolio, c'est mon podcast. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est que les gens comprennent ma démarche, ma philosophie, la manière dont je travaille, plus qu'ils n'en voient les résultats. En plus, dans ma prestation phare, celle qui est la plus demandée, je n'accompagne pas mon client lors de la phase de mise en place du projet. Pour rappel, j'interviens principalement au stade de la conception du projet d'aménagement. Je délivre par la suite ce que j'appelle un dossier de recommandation qui reprend mes directives d'aménagement et éventuellement des références. C'est un peu comme une recette HelloFresh. Vous connaissez le principe ? Je vous donne tous les ingrédients, je vous donne la façon de faire, et après, libre à vous de suivre la recette à la lettre ou de l'adapter un petit peu à vos préférences. Et donc là, c'est pareil pour mes clients. Ils font leur aménagement qu'on a pensé ensemble à leur rythme et au fil de leur budget. Ce qui est intéressant parce que par exemple, je peux préconiser qu'il faut refaire la peinture, après libre à chacun de faire venir un professionnel ou de réquisitionner sa bande de copains pour le faire. Donc voilà, relancer régulièrement les uns et les autres dans le temps pour obtenir des photos du projet final, ce serait de toute façon fastidieux. Et puis en vrai, pas vraiment dans ma philosophie. J'ai pas peur de fonctionner différemment. Après, libre à mes clients de poster s'ils veulent. À ce moment-là, je compte sur eux pour penser à me créditer. Ça fait toujours plaisir et ça montre qu'on respecte le travail de quelqu'un. Et puis pour revenir à la question de base, en vrai, je suis un peu old school sur le sujet. J'apprécie de me faire connaître par le bouche à oreille plus que sur un post sur les réseaux sociaux. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Après, j'ai conscience de vivre au XXIe siècle, je sais bien que c'est la com digitale qui marche. J'ai plus tendance à passer par ces canaux pour promouvoir mon podcast. De toute façon, mon profil de podcasteuse et de coach en aménagement d'intérieur sont totalement liés, donc parler de l'un, c'est en fait faire référence à l'autre. Oula, je suis attendue pour un brunch gourmand. Donc on va accélérer sur les dernières questions. Est-ce que j'aimerais donner une session coaching dans les locaux de Google ? Je me souviens que j'avais ri à cette question, parce que pourquoi Google ? En tout cas, à fond, appelez-moi. Travailler pour les entreprises, je ne l'ai encore jamais fait pour l'instant, mais je trouverais ça hyper intéressant de proposer des sessions de coaching à des groupes, du coup, pour accompagner les salariés à aménager leurs bureaux ou leurs espaces bureaux, par exemple, pour qu'ils s'y sentent bien. Vu le temps qu'on passe au travail, c'est un environnement qui mérite qu'on s'y penche aussi. Est-ce que c'est déjà arrivé que des clients me trouvent un peu lunaire ? Définitivement. Mais pas que mes clients. Mes amis, ma famille, mes collègues, les différents amoureux que j'ai eus. Mais ça fait partie de ma personnalité. Ça nourrit mon travail, ma créativité. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une session coaching tourne mal ? Oui, bien sûr, ça arrive. Ma démarche ne convient pas forcément à tout le monde. J'essaye toujours de l'expliquer au mieux avant le rendez-vous pour m'assurer qu'on sera bien sur la même longueur d'onde. Mais malgré tout, certains se sentent surpris par la suite et ne comprennent pas que je ne réponde pas à des injonctions, ou alors que je leur demande de s'impliquer dans leur projet, par exemple.
Dans ces cas-là, je peux décider d'arrêter une session et éventuellement les inviter à se diriger vers d'autres professionnels plus adaptés à leurs attentes. Bien sûr, faut que je gagne ma vie comme tout le monde, mais pas à n'importe quel prix. Où je vois mon business dans 10 ans ? Oula, avec toutes les mutations sociales de ces dernières années, 10 ans ça me semble loin. Mais pour tout de même essayer de répondre à la question, j'aimerais bien d'ici là avoir fait ma place dans le milieu. Être reconnue par mes pairs et le public pour ma méthode quelque peu atypique. J'espère aussi que j'aurai un lieu où recevoir mes clients. Un espace qui sera neutre, donc ni chez moi, ni chez eux, et où on pourra pousser les exercices d'éducation sensorielle grâce à une matériothèque très fournie. Que je puisse faire un accompagnement plus poussé sur la manière d'interagir avec les matières de manière plus instinctive. Par ailleurs, ça me plairait beaucoup de travailler un jour avec d'autres professionnels qui ont des activités complémentaires à la mienne, pour apporter aux clients un service holistique. Traiter le corps, la maison et l'esprit. Petit clin d'œil au nom d'une chaîne YouTube que j'aime bien. J'aimerais aussi avoir mis en place des espaces d'échange entre vous et moi sur la partie podcast. Sous-entendu un moment entre nous où on rebondit sur le dernier sujet du podcast. Un moment chill où on discute ensemble, où je recueille vos expériences par rapport au sujet qui a été traité. Je vous apporterai mes conseils, etc. Ça, je ne pense pas qu'il me faudra 10 ans pour le mettre en place. C'est d'ailleurs déjà un peu en discussion. À Pontoise, dans le 95, il y a un espace topissime qui s'appelle Le Lieu, tenu par des artisans créateurs que je soutiens et avec qui je collabore assez souvent. En physique, je vous retrouverai sûrement là-bas. Un cadre qui devrait vous ravir. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, je pense que je vous retrouverai sur des plateformes d'échange comme Twitch par exemple. Et pour finir, je dirais que j'espère aussi que d'ici là, j'aurai pu monter mon projet associatif en direction des foyers les plus précaires. Mais ça, je vous en parlerai un jour prochain. Et enfin, on arrive à la dernière question. Comment va Ewa ? Toujours aussi chiante et adorable à la fois. C'est aussi une mini-assistante qui m'aide beaucoup dans mon travail. J'apprends énormément en l'observant. Je trouve ça fascinant le comportement des chats domestiques. Ils ont vraiment cette capacité à rechercher le bien-être dans leur milieu. Ils savent comment faire pour y parvenir. Je vois Ewa, tu ne la fais pas dormir sur n'importe quoi et elle ne va pas se reposer de la même façon en fonction de ses différents spots. Elle sait les pièces où il y a de la lumière, donc de la chaleur, et celles où elle va trouver du frais. Pareil pour le bruit. Elle sait me dire quand une odeur trouble sa paix ou qu'une pièce n'est pas assez ordonnée à son goût. Et j'ai plutôt intérêt à résoudre la situation vite. Je suis assez admirative de la manière innée qu'elle a de rechercher le bien-être dans son environnement. Bon, il est temps de clore cet épisode. S'il vous a intéressé et que vous souhaitez à l'occasion que je refasse ce jeu de questions-réponses, n'hésitez pas à me le dire sur ma page Instagram et à m'y laisser vos questions. Pour m'y retrouver, c'est Mora, M-O-R-A, _, Mora Bessa Design, tout attaché, et un Z là où on entend un S. Je renouverai l'exercice que j'ai trouvé assez drôle, je vous avoue. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi mon entreprise s'appelle Mora Bessa Design ? Parce que d'une part, il s'agit d'un clin d'œil à la Mora Bessa, qui fait référence à une philosophie qui vient du Cap-Vert et qui repose sur la douceur de vivre, un sens de l'accueil, de la gentillesse. Ça me correspond assez, et j'en ai fait l'ADN de ma société. Et dans une autre lecture, Mora Bessa Design en 3 blocs, on retrouve Mora, qui est d'une part le diminutif de mon prénom, qui est Moradeke, et d'autre part qui renvoie au verbe habiter en portugais. Bessa signifie différent en malais, et design veut dire ce qu'il veut dire. C'est donc un nom qui renvoie à un habitat qui se veut fier d'être différent. Et je vais clore sur cette citation d'une source inconnue. La différence est une force, elle est ce qui nous rend inestimables dans un monde de copies. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et en attendant, prenez soin de vous.